Podcast Magazine. Un autre Alexandre est arrivé dans le numéro 3 du pod, Alexandre Hérault. Le pod Village et le pod 2 ont été très bien accueillis. On s'est dit qu'il fallait qu'on continue, mais le Covid nous a tous obligés à changer un peu nos habitudes. On pensait que ça ne durerait pas, et ça a duré. Mais on a tenu. Alexandre Hérault était passé, je me souviens, en 2019 au salon de la radio avec son LEM en main, vous savez, un micro français super solide, et son Zoom pour faire un sujet sur le salon dans son podcast En roue libre. J'ai trouvé sa manière d'interviewer tellement naturelle que j'ai voulu en savoir plus sur lui. Il avait une présence, vous savez, comme une petite souris. Il était là sans être là et nous faisait parler d'une manière simple et très humble. Donc j'ai tellement aimé son univers et puis le personnage que je lui ai demandé de produire des pastilles micro-trottoirs pour le Salon de la Radio 2020. Et il l'a fait avec son équipe de manière exemplaire. Je vais vous en faire écouter une. J'ai suivi son parcours depuis et le confinement nous a fait enregistrer un échange à distance. Je lui ai parlé d'une application gratuite que les radios utilisaient pour leur direct et qui était idéale pour enregistrer les podcasts distants, CleanFeed. Si vous ne connaissez pas, c'est cleanfeed.net. Alors CleanFeed, ça s'écrit CleanFeed.net, N-E-T. C'est un codec gratuit qui enregistre en Wave sur Chrome, en multipiste. Et pour plus de 2 personnes, c'est payant, mais sinon, c'est gratuit. Et voilà de quoi nous avons parlé. Écoutez bien, je lui avais dit que je publierais cette interview un jour, mais que je ne savais pas quand. Il était temps. Podcast Magazine. Alors, je vais passer pour un vieux con, mais alors j'ai énormément de mal avec le tutoiement parce que j'ai toujours appris à la radio, et même à la radio libre, même en radio libre, je veux dire, que le tutoiement était quelque chose d'excluant. La radio, c'est le média qui doit convoquer l'humilité. Je vais juste demander à ma fille, qui est en train de monter sur mes épaules, de partir. Philippe, sa mère devait s'en occuper, mais c'est quand même fou. Elle est là. Agathe, ma petite Agathe, est-ce que tu peux juste aller voir maman ? Je crois que devant l'autre, on s'efface avec ce micro. Et je crois que la magie, elle est là. Et je pense que le podcast doit pouvoir... C'est peut-être un peu des fois ce qui m'ennuie avec la figure du podcasteur. Tout est centré sur lui. Alexandre Hérault, bonjour. Bienvenue dans ce podcast du Pod, ce magazine qui sort très irrégulièrement, comme d'ailleurs on aime bien dans le podcast, puisqu'il n'y a pas cette régularité dans le podcast. Bienvenue dans ce podcast. Ça me fait plaisir d'être là. Je vais vous confier quelque chose tout de go à propos du titre, le pod. Quand il a fallu trouver le nôtre, le nouveau presque écran sonore qui fait suite à mon expérience en roue libre, et ben il y en avait un qui s'était comme ça invité et qui faisait un peu référence à mon passé dans le service public. Et puis, tout ce que j'aimais, c'était le Pod Club. et finalement, on a choisi Écran Sonore. Le Pod Club faisait un peu trop rendez-vous entre amis, entre potes, me disait-on. Mais c'était peut-être ceux qui ne connaissaient pas l'expérience José Arthur. Parlons justement de cette expérience radio qui est la tienne. On va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie et qu'apparemment dans le podcast, on se tutoie beaucoup. Mais alors, est-ce que ça, Philippe, c'est quelque chose dont il faut aujourd'hui que je m'accommode? Alors, je vais passer pour un vieux con, mais alors j'ai énormément de mal avec le tutoiement parce que j'ai toujours appris à la radio, et même à la radio libre, même en radio libre, je veux dire, que le tutoiement était quelque chose d'excluant. Et aujourd'hui, on essaye de me convaincre, et toi au premier, alors là, c'est quand même absolument rigolo de commencer comme ça, que le tutoiement serait la règle, et que non, il n'est pas excluant, qu'au contraire, le podcast, finalement, on réinvente aussi peut-être des critères, des règles, des écoutes. C'est ça ? Je pense qu'on se sent aussi un peu plus libre de se dire tu quand on se dit vraiment tu. Mais pour dire tu, il faut connaître. Et moi, si je ne t'avais pas croisé dans mon parcours il y a 2 ans,
avec en plus de ça toute la bienveillance que tu as eue en te penchant sur mon cas spécifiquement, ou mon cas spécifique, on va dire ça comme ça. Si j'avais pas l'impression de te connaître, je pourrais pas dire tu. Enfin, on va arrêter là cette histoire-là. Mais donc je te connais, mais est-ce que les auditeurs vont pas penser que finalement ils se parlent parce qu'ils se connaissent? Alors, j'aurais eu exactement la même réaction de toi. C'est-à-dire, si je ne t'avais pas connu, je ne t'aurais pas tutoyé. Et je t'aurais pas dit, on va se tutoyer parce que ça se fait. Il se trouve que là, les personnes avec lesquelles j'ai fait des podcasts jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'avais quand même l'impression de les connaître. Alors, Alexandre Moniol, celui du pod numéro 2, était quelqu'un que j'avais eu au téléphone avant, et puis on a tout de suite sympathisé. On s'est dit tu au téléphone, donc on s'est dit tu dans le podcast. Et puis, pareil, pour Sarah Trey-Stéphanie, que j'ai rencontré et discuté avec elle avant, et puis on s'est tout de suite tutoyé. Après, je pense que c'est une question aussi d'âge. Si je fais un podcast sur quelqu'un que je ne connais pas et qui est beaucoup plus âgé que moi, qui a, je sais pas, 60-70 ans, et que je ne connais que j'ai rencontré une fois, je pense que je le vous verrai même dans le podcast. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que dans le podcast, on doit toujours se tutoyer parce que c'est un peu plus direct et que les gens se sentent peut-être plus, je sais pas, plus concernés quand on tutoie que quand on vous voit, parce que on rentre un peu dans l'intimité de la conversation. Et cette intimité, elle est beaucoup convoquée dans le podcast, cette intimité, ce qui fait qu'on relie les gens grâce à ce lien, et peut-être ce qu'il y a de plus précieux, cette parole donnée, et puis maintenant la façon dont les gens se réapproprient l'audio, comme s'il avait été à un moment donné un peu abandonné, sauf par les ondes, et ben, peut-être qu'il passe par des nouveaux codes, qu'elle passe cette intimité par de nouveaux codes, et que le tutoiement apparaît là. Moi, je suis qu'à moitié convaincu, mais j'espère juste que ceux qui nous écoutent là penseront que tu as raison. Voilà. En tout cas, voilà, ce n'est pas fait pour faire simplement un tutoiement, c'est vraiment parce qu'on se connaît. Ouais. Alors justement, on se connaît, mais avant de se connaître, tu as un parcours en radio, et puis tu aimes l'audio, tu aimes le son, tu aimes l'image que peut donner le son, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as nommé cette structure dont on parlera plus tard, écran sonore. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous indiquer ton parcours radiophonique passionné de son et d'audio ? Donc maintenant, je dois m'emparer de quelque chose d'autre que je découvre dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que le podcast y est assez lié, c'est le pitch. Moi, il paraît que même à longueur d'onde, aujourd'hui, on demande aux documentaristes de pitcher leur projet. C'est un mot qui est un peu dur. Et je dis ça parce que je vais me pitcher, puisqu'on va faire court. 30 ans de radio, ça commence par les radios libres, quand j'avais 14 ans. Et puis, ça arrive très vite à RFI, où par pur hasard, on me propose de faire un travail qui était un peu dévolu aux stagiaires qui sortaient des écoles, enfin qui étaient dans les écoles de journalisme. On faisait le desk à l'époque, on ramassait les dépêches sur les téléscripteurs qui vomissaient avec des flux impressionnants leurs nouvelles. Il y avait 6 téléscripteurs des grandes agences, et puis moi j'arrachais le papier, c'était pas encore informatisé à l'époque, c'était assez drôle, et puis je les distribuais à la rédaction, rédaction Monde, rédaction Française, rédaction Culture, et j'ai appris comme ça comment fonctionnait justement l'information. Et puis j'étais au milieu d'une chaîne qui me fascinait, être au début d'une chaîne, ne pas laisser passer l'information importante, l'urgent. Le pape est mort, par exemple, ça tient en très peu de temps, il y a 3 étoiles, il y a 3 astérix, je me rappelle de ça. Enfin, j'ai pas vu le pape mourir, ou je l'ai pas eu à le déchirer avec mes petites dépêches. Et puis après, à RFI, je me suis dit, je peux l'être, journaliste. Donc je me suis retrouvé, enfin en tout cas, je peux commencer à voyager, c'était magnifique. Et à l'époque, les portes étaient un peu plus ouvertes. Et il a suffi qu'on s'achète, qu'on ait envie d'avoir un beau projet et qu'on sillonne la planète, qu'on ait envie de la sillonner, cette planète. Je dis ça aujourd'hui avec un peu plus de nostalgie, qu'on est tous confinés et que tous les mouvements sont comptés. Et ben on est parti sur les traces de ce qui restait de la révolution castriste à l'époque. Le mur venait de s'effondrer, puis on a commencé un itinéraire comme ça de plus de moi j'ai commencé un itinéraire de plus de 25 ans dans les Caraïbes, et c'était magique. Voilà. Et il y avait ensuite, après RFI, on a ramené des sons. Je dis on parce que j'ai travaillé avec quelqu'un que j'aimais bien. Et puis
je vais juste demander à ma fille, qui est en train de monter sur mes épaules, de partir. Philippe, sa mère devait s'en occuper, mais c'est quand même fou. Elle est là. Agathe, ma petite Agathe, est-ce que tu peux juste aller voir maman? En fait, Agathe, allô Philippe? Oui. Agathe n'a peut-être pas tort de m'avoir interrompu, parce que quand je parle des RFI et quand je parle du début, j'ai à nouveau quelque chose qui réapparaît. C'est tout ce qui a suivi. C'est-à-dire cette espèce de petite aventure qui fait qu'en ramassant les dépêches, en étant du haut de mes 18 ans, en train de découvrir ce petit monde-là, après avoir fait un peu de radio libre à Orléans quand j'avais 14 ans, tout ça a été une espèce de fil assez naturel, avec ces fameuses portes qui s'ouvraient. Et ensuite, quand on est revenu de ce voyage de plus de 2 mois quand même à Cuba, qu'on avait autofinancé, qu'on avait... Bon, c'était un petit peu les pieds nickelés, hein, quand même, on va le dire, sur la route number one. Chris Marker est pas loin. Eh bien, on s'est retrouvé à vendre ses sons à RFI. Puis on s'est retrouvé aussi à avoir des envies de fabriquer finalement du documentaire avec tout ce qu'on avait collé. Et c'est donc France Culture qui nous a accueillis. Il y avait des portes qui s'ouvraient un peu moins facilement, comme celle de Daniel Mermet. Daniel Mermet, moi j'adorais. C'était lui qui m'avait fait avoir envie de parcourir ce vaste monde. Là-bas, on y était. Et puis est arrivé le moment où on vous confie, au-delà de la fabrication du documentaire, aussi l'antenne en direct. Et là, on apprend à devenir animateur. Et quand je dis on apprend, c'est que je l'ai appris parce que des gens à l'intérieur de la chaîne me faisaient confiance. Et puis, se sont accumulés quelques longues années, 2 décennies à France Culture, sur beaucoup d'émissions que j'ai beaucoup aimées. Le Pays d'ici, où on pouvait visiter avec un car régie, beaucoup de moyens à l'époque. Enfin, beaucoup de moyens à l'échelle du service public. Hein, mais on n'avait pas conscience qu'il y avait encore un peu de moyens quand on se baladait avec le car régie, avec le technicien, avec le réalisateur, qu'on émettait en direct pendant une semaine dans des lieux improbables. Et puis qu'on pouvait construire des documentaires pendant de longues semaines avec les nuits magnétiques, par exemple. On n'avait pas l'impression qu'on mangeait notre pain blanc. Et puis sont arrivés des temps un peu plus difficiles où pour fabriquer les émissions, les moyens étaient plus forcément les mêmes. Mais j'ai quand même eu la chance sur France Inter, où ils m'ont appelé, c'était en 2012, pour animer des émissions d'été autour des mondes de la francophonie, plutôt autour de nos néocolonies, on va dire, de vacances. Non, je veux rire. Les dom-toms méritent un autre traitement. Et c'est justement ce qu'on avait fait pendant tout un été, lors de l'année des Outre-mer, avec des partenariats mis en place. J'ai appris ça, c'est qu'on pouvait mobiliser beaucoup de gens avec une émission, avec une attention. Et puis après, il y a eu 2 ans de pur bonheur, mais aussi de lourd apprentissage, j'allais dire, une grosse équipe avec Ouvert la nuit sur France Inter, un magazine qui de 21h à 23h, ce qui sont des heures un peu difficiles, toujours en radio. J'évoquais tout à l'heure José Arthur, c'est pas pour rien que je me suis un peu penché sur cette magie qu'il provoquait chaque nuit à ces heures-là aussi, avant moi évidemment. Et ben on a réussi à je crois à entraîner les gens à encore rêver. Voilà, cette radio qui convoque le rêve. Et puis après, à propos de rêve, est revenue l'envie de faire du documentaire sur Inter, et Laurence Bloch, à l'époque, qui est toujours aux manettes de France Inter et qui m'avait fait venir, qui m'avait débauché de France Culture, m'avait confié une émission qui était jolie parce qu'aujourd'hui encore ça résonne bien. Il existe un endroit, c'était une émission qui permettait de sillonner les territoires, c'est partir, quitter Paris, surtout quitter Paris, et puis aller voir des gens improbables dans des lieux qu'ils habitaient ou qu'ils façonnaient. Et ça a été 2 ans de pur bonheur qui se sont terminés en apothéose, mais aussi avec fracas quand même, avec un tour du monde avec les Alliances françaises pour une nouvelle série d'été. Et ça, c'était Terre d'Alliance. C'était la dernière aventure, en même temps que d'avoir fait parler aussi
les grands reporters et les aventuriers dans le 116 rue Albert Londres. Et puis voilà, donc tout ça, quand la radio a plus été possible pour moi, quand il a plus du tout été possible de la sillonner de la même façon, de l'appréhender de la même façon, je suis parti. C'est la même année qu'est parti Pascal Clark. Daniel Mermet était parti un an avant. Qu'est-ce qui a changé? Non, mais j'évoquais cette facilité cette espèce de liberté de mouvement. Je pense que les choses sont devenues de plus en plus dures. Les Nagras, par exemple, à France Inter, étaient souvent libres. Je veux dire par là, c'était pas difficile d'en avoir. Il y avait plus beaucoup de matériel qui circulait, plus beaucoup de billets de train qui se donnaient pour aller dans des missions. Il fallait élaborer des partenariats de plus en plus tissés de manière savante. Il fallait équilibrer les budgets, voilà. Alors ça, c'était une réalité concrète, celle d'une radio qui coûte un peu cher et qu'on arrête. Et c'était celle à laquelle j'étais finalement la plus identifiée. Et ensuite, d'autres choses ont dû certainement changer, et encore plus après le mouvement de grève de 2015, qui aujourd'hui a rebondi comme on le sait. Et je parle d'avant le confinement, la longue grève de Radio France est douloureuse, que je ne vais pas commenter là maintenant à votre micro. C'est tout un état d'esprit. Philippe Meyer en parlait de cet état d'esprit d'un service public au service d'une qualité, d'une diversité qui peut-être voilà, qu'il me gêne de commenter évidemment aujourd'hui. Alors ce qui a changé, c'est que on fait des grilles de programme aujourd'hui où tout est plus identifié. J'allais dire moins de surprises, peut-être moins de rêves aussi. Alors, on va indiquer qu'on est en période de confinement actuellement, et que on devrait en sortir dans quelques semaines. Est-ce que cette période de confinement, tu l'as utilisée comment? Est-ce que ça t'aide à travailler des projets que tu n'avais pas le temps de faire auparavant? Est-ce que tu as du mal parce qu'il y avait des projets qui étaient en cours et qui sont aujourd'hui un peu gelés? Comment est-ce que tu vis cette période de confinement? Moi, je la vis assez mal, à vrai dire. D'abord parce qu'il faut assurer au quotidien quelque chose qui a à voir avec une réalité à laquelle beaucoup de gens sont confrontés, c'est-à-dire garder l'enfant et puis vivre de manière un peu avec un peu plus de préoccupation dans la tête, parce que beaucoup de choses se sont effectivement un peu gelées. Étonnamment, le 13 mars, avec mon associé Claire Almerac, on était dans les bureaux de La Poste avec la directrice de la Fondation La Poste, en train on était ravis de l'avoir convaincu de produire une série de podcasts autour de l'écriture pour les 25 ans de la Fondation La Poste, parce que c'est sur ce credo-là qu'on essaye d'exercer un peu ce métier. On pense qu'avec Écran Sonore, il y a un âge d'or du storytelling pour les marques, mais ces marques sont aussi des institutions, sont des gens avec qui je travaillais régulièrement. Quand je parlais qu'il fallait trouver des façons de sceller des partenariats déjà avec Radio France, aujourd'hui, je pense que je peux encore continuer en toute liberté à travailler avec des gens qui ont envie de raconter, pas de cela raconter leur histoire ou des histoires. Et là, faire une série documentaire qui se rapprochait de ce que je faisais à l'époque des Nuits Magnétiques pour La Poste, c'était une très belle idée. Et quand on est sorti de son bureau, le lendemain, tous les lieux publics pour accueillir les spectateurs fermés. Et puis, demain était annoncé le confinement, et donc était reportée cette série, comme était reporté avec beaucoup on a vécu avec
avec un peu d'anxiété. Est-ce que ça va fermer? Est-ce que ça va avoir lieu? On devait partir au festival Quai du Polar pour un partenaire que j'aime bien, qui s'appelle Kobo et qui travaille avec la Fnac, qui est son distributeur. Et il y avait des choses à faire avec les auteurs là-bas. Une nouvelle série à entamer, documentaire. Et tout ça, c'est terminé. Alors, on a la chance... tout comme là vient de se terminer, enfin en tout cas est repoussé les derniers épisodes d'une série qui est fait avec le fonds du 11 janvier, qui sont là aussi des partenaires que j'aime bien, qui sont sous l'égide de la Fondation de France, travaillent sur quelque chose de fort, qui est l'éducation aux médias. Ça m'a permis de retourner en classe dans des endroits un peu partout en France avant le confinement. Et ça s'est stoppé, et ça s'est un peu stoppé, et ça nous met tous à l'arrêt. Alors ce qui est vrai, je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas te le cacher puisque tu connais la machine. L'audio digital, on va de plus en plus devoir faire avec, composer, et ça va être un nouvel âge d'or, j'en suis persuadé depuis le début. Et ce qui nous arrive avec la distanciation sociale, c'est qu'effectivement, il va falloir se réinventer tous quand on est à la tête d'un festival, quand on est éditeur, quand on est... il y a plein de gens qui vont devoir travailler et travailler en collaboration avec une équipe qui, comme nous, va avoir besoin va pouvoir éditorialiser de nouvelles problématiques. Donc, je suis à la fois inquiet parce que des choses sont en suspens, qu'il n'y a pas beaucoup de trésorerie, mais le fait que j'ai commencé écran sonore au moment du dernier salon de la radio avec vous là-bas, dans vos murs, là-bas à la Villette, ça veut dire que c'était une petite structure, ça veut dire que c'est toujours une petite structure, on est quand même qu'une dizaine de collaborateurs et qu'il faut faire décoller, mais que du coup, il n'y a pas pour moi beaucoup d'inquiétudes, comment je vais les payer, il y a plein de choses qui se passent qui auraient pu être plus terribles encore, vous voyez ce que je veux dire, que simplement être là en suspension, je ne sais pas comment dire. Voilà, donc du coup, on essaie plutôt d'être optimiste. Il y a effectivement des projets un peu plus sur le long terme. J'aimerais beaucoup travailler sur la francophonie, sur les mondes francophones, pour continuer le travail que j'avais fait avec l'Alliance française. Je ne sais pas si ça va se porter vers les instituts, je ne sais pas si ça va se porter vers d'autres institutions qui travaillent là-dessus. Mais donc, on fait plein de prospects, comme jamais j'en ai fait. On est on est en ébullition. On ne sait pas si on va aller au festival de Bayeux, mais il semblerait que quand même, pour les photos de guerre, on puisse rebondir avec eux. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire et qui sont plutôt enthousiasmantes, même au niveau des grosses séries qu'on a envie d'avoir au niveau de la fiction, puisqu'on a eu la chance dans nos murs d'accueillir Marc Eisenstetter, qui est le scénariste papa du Capitaine Marlowe. Alors, Capitaine Marlowe, je ne vais pas vous le présenter, je ne vais pas te le présenter, Philippe, mais nous, ça nous fait très plaisir d'avoir une belle série qui est en gestation et qui commence à intéresser du monde. Je ne peux nommer personne. Il y a plein de choses que je ne peux pas vous dire, vous auditeurs, et te dire même à toi. Peut-être que quand tu auras coupé là, et mis sur stop. Eh ben, on fera ça. On va revenir un tout petit peu en arrière et parler d'En roue libre. On s'est rencontrés, en fait, tu étais en train de participer à un hackathon et tu faisais un épisode de En roue libre sans savoir vraiment ce que tu allais en faire. C'était un peu ça l'émission, enfin le podcast que tu réalisais. Tu allais là où tu avais envie d'aller pour faire parler, alors souvent des événements. Parle-nous un peu de ce podcast que tu as réalisé et pourquoi tu as décidé de l'arrêter ou on va dire de le faire évoluer. Il évolue, il n'est pas arrêté, parce que l'idée d'En roue libre, c'était d'être le podcast des festivals. Et c'est assez simple, en mai 2018,
Benoît Artaud, qui est le réalisateur de l'émission aujourd'hui, un des réalisateurs, me dit à l'époque, il faut que tu repartes, tu reprennes le micro, et c'est le podcast aujourd'hui. J'ai dit bien sûr. Alors on a essayé, et on a inventé, j'allais dire, un modèle de vivre l'édition d'un festival en immersion. On a choisi pour ça un endroit que j'aimais beaucoup, qui était le Jazz sous les pommiers, donc là-bas à Coutances en Normandie, et une édition magnifique. On a rencontré des gens absolument fabuleux et même archi-chefs, et donc on a convaincu l'équipe. Moi, pour que je sois en roue libre. Et en roue libre, ça faisait plus référence à Alexandre Hérault, qui devenait Alex, le podcasteur, donc, et qui s'affranchissait de tout cadre. Donc, évidemment, il y avait cet appétit. Et j'ai retrouvé la joie, l'appétence, justement, pour le micro. J'ai retrouvé sa souplesse. J'ai vu qu'on pouvait faire des choses qui ont même intéressé quand je suis revenu de Jazz sous les pommiers, la direction du numérique de Radio France, figurez-vous. Et parce qu'il y avait évidemment et un ton et surtout une idée que peut-être même le service public va arriver à un jour à utiliser. C'est-à-dire qu'on peut arriver dans les festivals avec peut-être moins de matériel, mais être présent, développer sa présence, etc. Et ça, c'est ce que je portais. Et au bout d'un moment, je me suis fait incuber avant qu'on tombe tous sous le Covid-19, dans cette panique. Moi, je suis tombé dans un incubateur de start-up culturelles et qui s'appelle Creatis. Et j'ai mûri longuement cette idée de faire le podcast des festivals. Et très rapidement, ils m'ont dit non, il n'y a pas d'argent là-bas, il n'y a pas de modèle économique possible. Et je me rendais bien compte qu'avec les organisateurs, ça allait poser un souci. Tant que je le faisais bénévolement, il n'y avait pas de problème. Ensuite, arriver à les convaincre qu'il fallait qu'une partie de leur budget soit allouée à une équipe qui allait produire et intensifier leur communication digitale, c'était un peu plus compliqué. On était en 2018. Je crois qu'aujourd'hui, il y a moins de problèmes, sauf qu'il y a toujours moins d'argent dans la culture. Donc du coup, on a, avec Creatis et mes mentors, on a réfléchi à un modèle plus B2B. Et Alex en roue libre est devenu en roue libre. Et en roue libre est devenu aujourd'hui Écran Sonore. Mais dans Écran Sonore, qui est un studio donc de podcast sur ce modèle-là, presque. Alors il y a beaucoup d'endroits où on peut aller, mais notre modèle est B2B, c'est-à-dire qu'il nous faut des gens qui ont envie de travailler avec nous, qui nous font confiance parce qu'on a un pédigré, parce qu'on a un ADN, parce qu'on veut que les métiers de la radio arrivent dans le podcast. Et c'est ce qu'on vend avec Claire Almérac, avec Benoît Artaud, avec aujourd'hui Arthur Dreyfus, avec Benoît Chaumeton, qui est un type avec qui j'ai beaucoup travaillé, un réalisateur de France Inter, mais qui est à Radio Nova aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont pointés, ils ne sont pas tous des vieux briscards de la radio comme je le suis peut-être. Et donc, du coup, il y a cette envie de créer, mais avec des sons qui font sens. Quand on travaille avec le Fonds du 11 janvier, on travaille pas vraiment en roue libre, on travaille avec des gens qui savent que l'éducation aux médias, c'est crucial, qui savent que l'après-Charlie, c'est compliqué à gérer, qu'il fallait prendre une parole et la confier à des gens qui pouvaient la structurer, qu'il fallait raconter ces histoires, donc être capable d'avoir un rythme, de pas simplement être dans le talk. Donc on est l'anti-talk, j'allais dire d'une certaine manière, on ne parle pas trop, on fait parler les gens sur le terrain. Et aujourd'hui, peut-être que notre difficulté va être de retrouver, et ça j'en ai conscience, Philippe, tu dois t'en douter, cette liberté qu'on avait qui me permettait de prendre un train, d'aller chez les gens et d'aller dans les endroits où il y avait même des rassemblements, des festivals, et puis d'en prendre l'essence de ces sens-là. Et puis voilà, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus besoin de revoir les jauges, de se réinventer. Là, avec la FNAC, je sais que avec un partenaire qui travaille avec la FNAC, on sait qu'on va travailler avec les éditeurs, on sait qu'on va travailler avec des gens qui ont besoin même peut-être de se dire tiens, une séance de dédicace, peut-être qu'on va la faire par Zoom, voilà, physiquement. Comment on va imaginer qu'aujourd'hui les festivals puissent se réinventer? Donc oui, je travaille beaucoup là-dessus, avec encore cette envie d'être libre, mais pour que ça soit bien clair, on n'est plus tout à fait en roue libre. Il faut que la SAS qui a été créée, ce studio de création et de production de podcasts, devienne rentable. Donc il faut qu'on trouve des partenaires qui nous suivent, il faut qu'on puisse en vivre, il faut que les intermittents qu'on va avoir avec nous et qu'on a déjà puissent nous faire confiance aussi. Voilà. On est en train de créer une vraie équipe et presque une équipée dans cette révolution. J'aime bien dire ça, c'est un peu con, mais
La révolution est en marche. Voilà, cette jolie revanche ou ce beau combat du son par rapport à l'image. Et puis voilà, puisque tu évoquais l'essence du mot écran sonore. L'écran, des fois, ça me fait un peu peur. Écran sonore, c'était pour se rappeler qu'Orson Welles l'avait dit, la radio, c'est bien mieux que le cinéma. Hein. L'écran est plus large. Donc, c'est ça que ça convoque. C'est ça que nous, on a envie d'attiser, on a envie d'y croire. Voilà. Une équipe qu'on peut entendre d'ailleurs dans des pastilles qui ont été réalisées, puisque je t'ai contacté quelques semaines avant le salon, très court encore dans les délais de l'événementiel, et j'ai demandé si il était possible, parce qu'on ne faisait pas parler les auditeurs au salon de la radio, de créer ces petites pastilles, et il y a eu une 50aine de pastilles qui ont été réalisées, qu'on a rediffusées et qu'on va continuer à rediffuser aussi sur nos différents supports. Donc on a diffusé sur la lettre de la radio pendant le salon, et puis sur Connect On Air, et on voit véritablement on entend dans ces pastilles, je dis on voit parce que justement tu fais travailler cet imaginaire, à quel point déjà le jingle, on rentre immédiatement dans le podcast, et comme ces voix que l'on entend, et on n'a pas d'idée à quoi ressemblent ces personnes qui parlent, et c'est ça qui est magique dans ces écrans sonores et ces pastilles que vous avez réalisées, avec une très bonne facture, je dois dire, et tous ceux qui font partie du secteur de la radio et qui sont quand même assez difficiles ont tous trouvé ces pastilles vraiment très agréables à entendre. Est plus grand qu'au cinéma. Écran sonore, écran sonore, écran sonore, écran sonore. Bonjour. C'est pas pour prendre le taxi, c'est pour savoir si je peux vous embêter 2 minutes. Pourquoi vous m'embêtez? Je cherche à faire une petite enquête sur les pratiques radio des gens. Je me dis que dans votre taxi, vous devez écouter la radio du coup. Oui, j'écoutais la radio, mais c'est plutôt Radio Caraïbe, c'est pas... C'est Radio Caraïbe? Ah oui, juste parfois, ici j'écoutais France Info quand il y a vraiment des événements. Déjà, moi je suis haïtien, et quand il y avait des trucs en Haïti, les ouragans, les tremblements de terre, donc ça se passe sur la radio. Surtout en ce moment-là, il y a des événements politiques, j'écoute ça souvent, tous les jours. Ça, j'ai branché presque 24/24. Donc il y a tout, il y a politique, il y a aussi chansons dominicales, donc il y a pas mal de choses quoi. Donc voilà. J'espère que ça te fait plaisir alors. Eh ben ouais, écoute, continue à écouter la radio. Ok, merci. Okay. Salut, bonne journée. Merci. À la radio, l'écran est plus grand qu'au cinéma. Écran sonore, écran sonore. À chaque podcast, je demande aux personnes avec lesquelles j'échange de me parler un peu de technique et de me donner le matériel, le nom des produits qui sont utilisés. Alors, c'est pas pour faire de la publicité, c'est simplement parce que on est tous à avoir envie d'enregistrer, de faire un peu la magie. Alors moi, je t'ai vu dans les allées du salon de la radio, pas cette année, mais en 2019, quand tu avais réalisé, quand on avait mis en place ce hackathon, tu avais un Zoom avec un micro ambiance qui était connecté, et puis un XLR avec un LEM, je pense, si je me rappelle bien, et tu enregistrais donc le son ambiance et avec le LEM les interviews en essayant de prendre des sons un peu partout. Là, c'était l'idée de Benoît Artaud de faire ça. C'était assez compliqué parce que ça génère pas mal de bruit, cette affaire. Mais avec le Zoom, on peut faire ça, effectivement, parce que le mécanisme, là, est très bien décrit. Après, avec avec toute petite enveloppe budgétaire, on peut faire un pas de côté, un pas vraiment vers quelque chose d'autre. Vous propulse dans une autre dimension, et moi je me régale, qui est avec le Sound Device, le Mix Pre 3 pour le nommer, qui coûte 800 € quand même, me direz-vous. On peut arriver à faire des mix de cet acabit-là avec plus de sécurité, avec plus d'amplitude, avec plus de rondeur. Si vous lui ajoigniez un micro stéréo, alors moi j'ai un Audio Technica que j'avais eu avec une bourse de la SCAM il y a 20 ans et qui marche encore. Je me rappelle plus le nom. C'est un micro à bout carré qui me permet de faire une stéréo assez sympathique. Et puis toujours ce LEM. Et le LEM,
que j'avais avec vous, je lui avais adjoint, c'est un petit détail, mais ça peut permettre de booster justement le son pour certains podcasteurs qui ne veulent pas passer à cette vitesse un peu supérieure avec un sound device comme le matériel que je viens de vous décrire. On peut lui mettre un préampli, ça coûte tout de même 90 €, quelque chose comme ça, qui permet vraiment de gagner en gain. Hein, et ça, pour le LEM, c'est vraiment bien, surtout pour les interviews. Le préampli, il y a une petite marque qui le fait, qui s'appelle Dynamite. Voilà, ils sont basés, je crois, à Bordeaux, et ça permet vraiment d'optimiser. Maintenant, la radio, c'est fabuleux parce que c'est un micro et un homme derrière avec juste une main qui se tend, et c'est une souplesse qui est étonnante. Et puis il y a plein de tutos qui existent, effectivement. Celui d'Arte Radio est vraiment bien fait. Quand vous voyez Mehdi Aoudi qui vous dit avec quoi il travaille, vous comprenez tout de suite comment il fonctionne. Voilà, c'est ça aussi qui séduit tout le monde avec le podcast. C'est quand même que l'outil est souple et qu'il est en train d'évoluer. Et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui est en train de se faire, cette radio publique qui bascule sur des interviews téléphone qui ont parfois une qualité étonnante. Moi, je suis vraiment de plus en plus surpris, séduit par cette souplesse. Et je crois quand même qu'il va falloir qu'on se positionne, et avec l'équipe, on a quelques preneurs de son un peu émérites, surtout quand on va devoir travailler avec des institutions. Là, j'ai fait une série avec le CMN pour une plateforme qui s'appelle OSE Masterclass. Alors, ils sont dans la transmission, ils pensent que l'audio, et elle a raison, Lorraine Pagès, va être un vecteur fabuleux pour les entreprises, et même au niveau de la communication interne, il y a plein de choses à faire. Et là, il faut travailler avec un son assez irréprochable aussi. Donc, on va devoir, mais c'est mon pari, imaginer qu'on puisse rapidement continuer à aller sur le terrain et continuer à ramener cette exigence de qualité dans les productions. Voilà, c'est là-dessus qu'Écran Sonore se positionne avec l'ensemble de l'équipe. Philippe, ça tu le sais. Alors, je vais terminer cet entretien avec la lecture du texte. On va être honnête que tu as déjà lu, puisque le pod est déjà publié et on enregistre ce podcast après l'apparition du magazine papier et que vous retrouvez en digital, bien entendu, sur lepod.fr. Et je te demanderai simplement une petite réaction après cette lecture. Alexandre Hérault Libre. Après Alexandre Moniol, dont je vous parlais dans le pod 2, c'est un autre Alexandre dont je vais vous parler. Alexandre Hérault est un professionnel de la radio reconverti. Durant le salon de la radio 2019, j'ai vu une personne souriante se faufiler dans les allées, travailler sur ses sons, réfléchir à comment trouver la meilleure idée pour remporter le hackathon. Mais ce qui m'a le plus frappé chez Alexandre, c'est la facilité avec laquelle il vivait l'événement. Telle une petite souris digne de Ratatouille, il glissait son micro LEM d'un côté et son zoom de l'autre afin de capter les sons, les bruits et les voix. Tout cela pour pouvoir retranscrire au mieux l'ambiance, la magie de l'événement plus tard au montage. Se faufiler est une chose. Mettre à l'aise les voix et les personnes que vous enregistrez en est une autre. Et c'est là qu'Alexandre excelle. Vous avez beau être en pleine action, il sait se placer, vous suivre, car il est à l'aise avec ce micro. Comme un tennisman dont la raquette, et je connais bien ce dont je parle, n'est qu'un prolongement de la main. J'ai donc parcouru son podcast en roue libre. Un titre évocateur qui retranscrit bien le personnage et la manière avec laquelle ce podcast vous emporte. Mais après quelques années en mode podcasteur libre, tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité, disait Victor Hugo. C'est donc en homme responsable qu'Écran Sonore est né. Une structure de création qui s'engouffre dans les années folles de l'audio aux côtés de nombreux experts. Écran Sonore en clin d'œil à Orson Welles et à cet imaginaire que la voix nous apporte quand elle sait concerner. Alexandre Hérault se lance donc avec agilité et expertise dans la production pour les autres. Alexandre Hérault, comme beaucoup d'autres créateurs de studios et de podcasts, croit en la magie de l'audio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Et nous, on est partant pour écouter sagement le roulis de sa liberté responsable. Un petit mot ?
Ça me laisse un peu sans voix. D'ailleurs, si, alors le petit mot, c'est, je me rappelle d'Hervé Marchon, qui est un homme de radio, un réalisateur de Radio France, mais quelqu'un qui travaille beaucoup pour la SCAM, et il avait euh, la responsabilité d'une enquête en 2015 pour la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, d'une enquête autour du statut de l'auteur à la radio, ou des auteurs. Et il m'avait donc rencontré. 2015, c'était le moment des grèves où on se posait plein de questions sur l'avenir surtout d'une radio de création et ses moyens qui allaient lui être alloués. Et puis, donc, on a parlé radio, comme je parle radio avec toi. Et puis, Hervé était vraiment à l'écoute. Et il a retenu une phrase qui ouvrait le livre blanc de la radio, des auteurs, du statut des auteurs de la radio. Quelle place pour les auteurs à la radio de la SCAM? Avec cette phrase que je lui avais dit, la radio, c'est le média qui convoque, qui doit convoquer l'humilité. Et je pense que ce qui caractérise les hommes de radio, c'est qu'ils doivent continuer à l'être. Enfin, qu'ils le sont la plupart du temps. C'est ce média-là qui permet d'aborder les gens. Vous citiez tout à l'heure, tu citais le travail qu'on avait fait avec l'équipe, ce plus long micro-trottoir de l'histoire de la radio, peut-être, autour de 50 pastilles, autour de ce rapport que les gens entretiennent avec le son, et particulièrement avec la radio. J'ai du mal à parler que de podcast, je parle souvent de radio, ou plutôt d'audio, mais voilà. Et cette humilité, c'est ce qui vous permet d'aborder ces gens. Cette femme qui travaille dans qui est dans son lavomatique, cet homme qui est dans son atelier de voiture, sur son garage, celui qui est derrière son tracteur, tout ce qui avait été consigné, cette prof, tout cela qui disait à quel point la radio leur parlait, ce lien qui fait que quand moi je parle à une personne. C'est peut-être pour ça que cette humilité, elle est convoquée. J'ai jamais eu l'impression de parler à ces foules, aux auditeurs et au plus grand nombre. Et je crois que c'est la revanche du podcast, elle est peut-être là, maintenant que tu m'y fais penser. Même si je parle beaucoup et donc je peux peut-être paraître pour certains assez éloigné de ce mot-là d'humilité, je crois que devant l'autre, on s'efface avec ce micro. Et je crois que la magie, elle est là. Et je pense que le podcast doit pouvoir... C'est peut-être un peu des fois ce qui m'ennuie avec la figure du podcasteur, où tout est centré sur lui. Moi, je suis plus éloigné. Je crois qu'il y a cette figure de l'anonyme à convoquer dans le micro, avec le micro, pardon. Et voilà, c'est donc m'écouter, portraiter avec cette bienveillance qui te caractérise, très cher Philippe. Tout d'abord, je ne suis pas tout à fait habitué, puis ça me fait plaisir. Et puis je ne peux que te remercier. Voilà, et puis j'espère que ça donnera envie à certains de cliquer sur certaines de nos productions et voir qu'Écran Sonore les raconte, ces histoires, et va les raconter. Parce que voilà, il faut qu'on essaie de penser qu'on est aussi en train de créer un modèle économique. Et je pense que c'est ce qui agite toute la communauté des podcasteurs, c'est comment on va pouvoir en vivre. Moi, quand j'avais 14 ans, que j'ai commencé les radios libres, je ne me posais pas cette question. Mais dès que j'en ai eu 20 et que j'ai rejoint les rangs de France Culture, avec cette chance-là d'être le plus jeune producteur à l'époque, on les appelle comme ça, ceux qui posent les questions au micro, j'ai cru alors que c'était un métier. Et j'y crois encore. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'on a créé aussi une structure qui permet, même si c'est plus compliqué, à nos collaborateurs d'être rémunérés en intermittence. J'espère que ce statut va continuer, va perdurer. J'espère qu'on va dépasser cette crise. J'espère qu'il y aura les aides nécessaires pour que toute la communauté de ceux qui travaillent avec le monde de l'art et de la culture soit soutenue. Il va y avoir du boulot, il va y avoir des drames. Et voilà, peut-être aussi c'est le moment, et je dis ça sans capacité de me figurer réellement ce que va être ce foutu monde de demain. Mais en tout cas, je sais qu'il y aura le micro dedans, et il y aura le micro qui saisira ces instants, et il y aura le micro avec les gens. Eh bien, tu es le bienvenu
aussi dans notre podcast et Radio House que nous avons créé à Brive-la-Gaillarde et qui est un lieu de création et un lieu de résidence pour les créateurs de son, le créateur audio, et c'est dans cet objectif-là que nous l'avons créé, et vous êtes, vous, toi et bien sûr toute votre équipe, les bienvenus si vous avez à faire des contenus en région, puisque il y a bien entendu plein de plus en plus d'espaces de podcasts qui se créent, d'enregistrements qui se créent un peu en France. Et qui n'a pas encore ouvert puisque on a fini les travaux le jour du confinement, donc tout est beau, tout est net, tout est propre, et on n'a pas encore commencé à travailler dans ces locaux, puisque c'est là que j'ai aussi installé la société Édition HF, l'aide de la radio, le salon de la radio, le pod, pour qu'on puisse être ensemble avec des radios locales et des passionnés, parce que c'est bien là où on se retrouve tous. C'est cette passion qui nous anime pour l'audio et pour le son, et pour partager avec ça, avec les, avec on sait pas qui en fait, et c'est ça qui est magique aussi, c'est on sait pas qui ni combien, mais on aime quand même bien partager tout ça. Voilà, merci Alexandre, à très bientôt. Merci à toi. Attention, parce qu'on va tous débarquer. Là, les Parisiens sont à l'étroit, confinés dans leurs murs. Brive-la-Gaillarde, moi, j'en rêverais. Il y a de la place. Très vite. Il y a de la place. Merci Philippe.